On my live, je crois. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je salue tous les élèves qui se connectent, qui vont visionner ce live sur cette plateforme Agora virtuelle que les collègues ont mis en place pour faire des cours distanciels pour nos élèves à cause du confinement. Alors aujourd'hui, la dernière fois j'avais fait un petit live sur la notion de l'histoire dans la partie du programme qui s'appelle Être un héritier, c'est-à-dire la culture. Depuis, nous sommes passés à la notion de dire vrai, la notion de la vérité. Et donc, vous avez suivi, je l'espère, l'intervention des collègues sur la démonstration, sur l'interprétation. Je ne sais pas si sciences et techniques ont été traitées, mais aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite synthèse sur la notion de l'interprétation. Sachant bien sûr que vous avez toujours votre manuel qui est très très essentiel et que vous pouvez déjà commencer à travailler un peu en autonomie aujourd'hui avec tous les moyens que vous avez à votre disposition. Vous pouvez commencer un peu à vous organiser et à, comment dirais-je, travailler un peu en autarcie. Alors après ce petit point, nous sommes à la notion de la raison et du réel. Alors je vais un peu contextualiser cette notion. Alors les collègues ont déjà traité les tout premiers chapitres de cette notion, mais comme c'est une notion générale, elle concerne bien sûr tout ce qui est en rapport avec la rationalité, la démonstration par exemple, sciences et techniques ou encore l'interprétation. Alors qu'est-ce que tout d'abord cette notion de dire vrai ou bien qu'on appelle la raison et le réel? Alors c'est une notion bien sûr qui concerne le rapport de la raison avec le réel, car on estime que le réel ne se donne pas tel qu'il est à l'homme et que la vérité ne se donne pas à l'homme tel qu'elle est, mais c'est justement à l'homme d'aller justement trouver cette vérité. Et que l'une des facultés qui permet la connaissance, qui permet la science et qui permet justement ce rapport intellectuel avec la réalité, c'est justement la raison. Alors c'est la raison qui s'applique à la réalité et donc au réel afin de pouvoir le connaître. Et donc nous sommes justement dans une notion sur la connaissance, ou bien comment s'établit la connaissance de l'homme sur le réel et sur la réalité. Alors d'abord, essayons de définir un peu, puisqu'il est question de raison ici, que c'est la raison qui nous permet justement de démontrer ou d'interpréter, par exemple, que la raison est une faculté essentielle dans l'établissement même de la connaissance et de la science. Alors qu'est-ce que tout d'abord la raison? Alors il faut bien savoir que la raison tout d'abord est une faculté humaine, une faculté spécifique à l'homme. C'est la capacité que l'homme a justement déjà de distinguer entre ce qui est vrai, ce qui est faux, en ce sens que la raison justement est un moyen pour accéder à la vérité. Mais la raison a aussi une signification morale, car c'est en même temps la raison qui nous permet de distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, mais aussi ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, car la raison a justement une signification morale.
Alors c'est la raison qui est appliquée au réel afin de pouvoir connaître le réel, afin de pouvoir établir la vérité et afin de pouvoir justement connaître la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'elle apparaît. En ce sens que, par exemple, à travers la raison et à travers la connaissance et la science en général, l'homme cherche à connaître les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles apparaissent. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la vérité, comme le disait Platon, nous devons dépasser les apparences, nous devons dépasser notre rapport sensible à la réalité pour avoir un rapport rationnel à la réalité, et donc c'est appliquer justement la raison au monde, la raison au réel. Alors, le vivant, la question du vivant est donc essentielle bien sûr dans cette recherche de vérité, cette recherche de connaissance de l'homme, puisque par définition, à travers la connaissance, l'homme s'interroge sur tout ce qui l'entoure, sur son environnement, sur le monde tel qu'il est. Eh bien, on va s'interroger également sur le vivant. Est-ce que on peut connaître le monde du vivant et est-ce qu'on peut soumettre ce monde du vivant à la rationalité, rationalité, c'est-à-dire les principes de la raison, la méthode rationnelle. Alors pourquoi une telle question, par exemple, se pose? Le vivant peut-il être objet de connaissance? Et quelle est alors cette spécificité du vivant qui l'empêcherait justement d'être soumis à la rationalité et à la raison? Parce que le vivant, justement, est quelque chose de spécifique. Mais tout d'abord, nous allons commencer par bien distinguer ce qui relève de l'ordre du vivant, par opposition à ce qui relève, par exemple, de la matière inerte, dépourvue de toute vie. Alors, le vivant, si j'essaye de définir le vivant, eh bien, le vivant, par exemple, la première impression que nous vivons, c'est-à-dire que dans la nature est bien vivante et que tous les êtres vivants, justement, appartiennent à cette catégorie du vivant. Nous allons parler des animaux, des végétaux, par exemple, mais l'homme est également un être vivant au sens de l'organisme. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut soumettre cette vie, ce vivant, à la raison et à la rationalité? Alors, si la biologie, par exemple, alors, cette question est très très intéressante parce que la biologie en tant que science n'a été établie que très très récemment, au 19e siècle. Alors, quels sont les principaux obstacles qui ont fait que la biologie comme science est née très très tardivement? Il y a tellement d'obstacles, par exemple, qui ont fait que la biologie est née un peu tardivement, parce que le vivant, justement, a une spécificité, il a une dimension mystérieuse. Ce n'est pas que de la matière inerte, ce n'est pas que de la matière, il a aussi une dimension, entre guillemets, métaphysique, parce que dans le vivant, il y a en même temps la matière, c'est-à-dire le corps, mais il y a aussi une dimension spirituelle, par exemple, dans le vivant. C'est la raison pour laquelle cette naissance de la biologie a été établie un peu tardivement, parce qu'il a fallu, par exemple, surmonter plusieurs obstacles, plusieurs préjugés qui peuvent avoir des origines un peu religieuses sur le vivant, au sens où, par exemple, on considérait les créatures vivantes comme des créatures spécifiques de Dieu et que donc on ne pouvait pas le soumettre justement à la raison et à la rationalité. On ne pouvait pas connaître le vivant, les caractéristiques des vivants comme on peut connaître la nature physique ou bien les lois, par exemple, qui régissent le monde naturel. Alors, le premier obstacle qu'il a fallu surmonter, justement, c'est ce qu'on appelle cette métaphysique du vivant, c'est-à-dire à considérer les êtres vivants comme des êtres mystérieux et donc qui ont une dimension métaphysique et qu'on ne pouvait pas le soumettre à la raison et à la rationalité. Alors, dans l'histoire de la philosophie, par exemple, c'est Descartes qui fut peut-être l'un des tout premiers à dire il faudrait peut-être que nous arrêtions de considérer les êtres vivants
comme des êtres spécifiques qui échappent à toute rationalité, à toute connaissance, et qu'il faut les considérer, par exemple, comme un mécanisme dont on peut connaître les rouages. Les animaux, c'est la raison pour laquelle Descartes parlait, par exemple, des animaux machines, c'est-à-dire qu'un animal, un être vivant, est composé de mécanismes, c'est-à-dire de pièces qu'on peut détacher, démonter ou encore remonter. Et donc c'est la raison pour laquelle au XVIIe siècle, Descartes parlait des animaux machines. Et c'est cette thèse du mécanisme, par exemple, cette position cartésienne qui fut, par exemple, si je peux dire, l'un des débuts, par exemple, de la biologie ou de l'établissement de la biologie en tant que science. Alors, la question se pose, est-ce qu'on peut considérer un être vivant, par exemple, que ce soit un végétal ou un animal, par exemple, ou bien l'homme, parce que l'homme est un être vivant, est-ce qu'on peut le considérer, par exemple, comme un mécanisme, c'est-à-dire une machine? Peut-on comparer, par exemple, une vache, un mouton, par exemple, à une voiture? Parce qu'une voiture, c'est un mécanisme, c'est-à-dire, c'est un tout, mais qui est composé de parties différentes, et donc qui travaillent pour justement ce tout. Alors, l'intérêt de cette thèse cartésienne, c'est que cela a permis tout d'abord de surmonter la dimension mystérieuse qui entourait un peu le vivant et qui a permis justement de commencer à s'interroger, par exemple, si on peut considérer les êtres vivants comme étant des machines. Alors, cette thèse cartésienne a cependant des limites, parce que même si on peut comparer un animal, un être vivant à une machine, à un mécanisme, elle a quand même des limites, parce que le vivant a des propriétés qui lui sont spécifiques, et donc on ne peut pas complètement comparer, par exemple, une machine et un être vivant. Par exemple, le vivant, par exemple, a des spécificités qui lui sont propres. Un mécanisme, une machine, par exemple, et ces différentes pièces qui travaillent pour faire fonctionner le tout, sauf qu'un être vivant, ce n'est pas exactement que ça. Il y a des propriétés qui sont spécifiques, plus ou moins, par exemple, aux êtres vivants, et donc nous allons essayer, je vais essayer en tout cas, d'énumérer ces spécificités du vivant. Alors, première spécificité du vivant, tout d'abord, l'organisation, c'est-à-dire que le vivant est toujours adapté à un environnement naturel dont il dépend et dont, par exemple, il va tirer les moyens pour survivre. Donc, il y a, par exemple, un lien immédiat entre le vivant et le milieu naturel dans lequel il évolue. Alors, si on compare ça, par exemple, à une voiture, on peut la conduire un peu n'importe où. C'est-à-dire que la voiture ne dépend strictement d'aucun lieu ou d'aucun milieu, entre guillemets, qui lui serait extérieur. Ce qui est, par exemple, une des propriétés spécifiques du vivant, c'est-à-dire que chaque être vivant est bien adapté à son environnement. Alors, un poisson, par exemple, ne peut pas vivre en dehors de la mer parce que, justement, c'est le milieu naturel dans lequel il évolue. Chaque animal, chaque être vivant est bien adapté à son milieu naturel. Deuxième spécificité du vivant, par exemple, cette deuxième spécificité serait la reproduction. Les êtres vivants se reproduisent et donc d'une certaine manière, pour que l'espèce puisse exister, pour que l'espèce puisse continuer par exemple d'exister, il y a cette reproduction et donc, comme le disait Kant avec humour pour critiquer un peu la thèse cartésienne, il disait que les animaux eux, se reproduisent alors que si on pose deux montres côte à côte, l'une à côté de l'autre, ils ne vont pas donner une troisième montre. Ce qui est, par exemple, l'une des spécificités des vivants, parce que tous les êtres vivants se reproduisent. Il est bien dit, par exemple,
dans le Saint-Coran que Dieu a créé, par exemple, tout ce qui est vivant sous forme de mâle et de femelle. Alors, parler de mâle et de femelle, bien sûr, c'est montrer que il y a bien sûr la reproduction pour que l'espèce, qu'elle soit végétale ou animale, puisse exister et continuer, par exemple, d'exister. Donc, la reproduction est aussi l'une des spécificités du vivant. Il y a également une autre spécificité du vivant, c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'autorégulation, ou ce qu'on appelle l'autoréparation. Un être vivant, c'est un organisme, c'est-à-dire de la matière, avec une dimension métaphysique qu'on appelle la vie, ou le principe vital. Alors un organisme vivant, il a un système immunitaire, par exemple, qui lui permet de s'auto-réparer, de s'auto-réguler, par exemple, et donc c'est aussi une des spécificités un peu du vivant. L'auto-réparation, l'autorégulation. Si on amène une voiture accidentée, si on ne l'amène pas au garage, elle ne va pas se réparer elle-même. Alors que si un individu se blesse, par exemple, il y a cette capacité, par exemple, du vivant à s'auto-réparer. Le corps humain, par exemple, dispose bien d'un système immunitaire qui le défend et qui lui permet de s'auto-réguler et de s'auto-réparer. Parler de système immunitaire, par exemple, ça fait écho un peu à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Par exemple, c'est un petit organisme vivant quasiment invisible à l'œil nu, parce qu'on ne peut pas voir le coronavirus à l'œil nu, par exemple, c'est à l'échelle microscopique qui a mis un peu tout le monde à genoux, et aujourd'hui c'est une pandémie mondiale, et que donc c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les hommes s'intéressent aussi à cette connaissance du vivant, c'est-à-dire chercher à maîtriser le monde du vivant, le soumettre à la rationalité et le soumettre à la connaissance et à la raison. Même s'il y a tellement de choses qui nous échappent sur le monde du vivant, quand même, la biologie est née au 19e siècle et elle propose justement une rationalité. Alors, une rationalité spécifique, puisque c'est une rationalité, par exemple, qui doit prendre en considération les caractéristiques un peu particulières et spécifiques du vivant. Alors, la connaissance du vivant, avec la biologie, par exemple, a bien en même temps pris en considération ces spécificités du vivant, comme la reproduction, par exemple, l'autorégulation, l'autoréparation. Alors, c'est la raison pour laquelle elle met un peu de côté ce qu'on appelle le finalisme, qui était un peu un obstacle à l'établissement de la biologie en tant que science. Alors, c'est quoi le finalisme, ce qu'on appelle le vitalisme, entre guillemets? Alors, c'est une position sur la question du vivant qui considère que tous les êtres vivants, d'une certaine manière, par exemple, il y a une cause finale qui fait que ils sont adaptés à leur environnement naturel et qu'il y a toujours une cause qui dépasse leur évolution un peu dans la nature. Alors, c'est la dimension métaphysique, la dimension un peu mystérieuse du vivant, parce que dans le vivant, il y a bien la matière et il y a bien la vie. Mais aujourd'hui, en biologie, par exemple, il a fallu considérer, par exemple, prendre en considération cette spécificité des êtres vivants, parce que ils ont toujours une dimension, il y a la vie. On ne peut pas complètement chasser la vie hors du vivant, même si pour des raisons de connaissance, il a fallu un peu ignorer cette vie et considérer un peu les êtres vivants comme des machines. Alors l'intérêt, si je reviens un peu à Descartes, l'intérêt par exemple de la thèse cartésienne sur les animaux-machines, c'est que par exemple aujourd'hui, une telle thèse a permis qu'il y ait par exemple des opérations de dissection ou bien d'opérations chirurgicales qui se fassent tout autant sur les êtres vivants. Une transplantation cardiaque ou une transplantation, par exemple, de rein, elle ne serait pas possible si on n'avait pas admis un peu le principe établi par Descartes sur les animaux, machines, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir
un corps, un être vivant pour, par exemple, remplacer un organe ou bien un organe défectueux ou un organe qui dysfonctionne, au même titre qu'on peut remplacer le moteur, par exemple, d'une voiture. Sauf que, toujours avoir à l'esprit que c'est bien sûr, ce n'est que par analogie et par comparaison qu'on parle, par exemple, des animaux machines, parce que on sait très très bien aujourd'hui que les êtres vivants ne sont pas complètement des machines. Alors, cette connaissance de la biologie, cette connaissance du vivant va s'établir alors entre ces deux paramètres. C'est-à-dire en même temps considérer les êtres vivants comme des êtres comme de la matière, c'est-à-dire comme étant des êtres physiques, et donc ignorer un peu leur dimension métaphysique, mais en même temps en prenant conscience, par exemple, de leur caractère spécifique. C'est pour ça qu'on parle de la connaissance du vivant comme étant entre ces deux, c'est-à-dire entre la physique et entre la métaphysique. La physique, pourquoi? Parce que les êtres vivants sont bien des corps de la matière concrète, mais qui ont quand même une dimension, par exemple, abstraite, parce que dans le vivant, il y a toujours la vie. Alors ça, c'est le premier point, par exemple, sur cette problématique du vivant. Alors, si je passe un peu ce premier point, nous arrivons un peu à un autre point que je voulais développer aussi sur la question du vivant. Alors, est-ce que cette science de la biologie peut être comparable, par exemple, à d'autres sciences de la nature, comme la physique, par exemple, l'astronomie ou encore d'autres sciences de la nature, la géologie, etc. Alors, la spécificité du vivant fait que la biologie, par exemple, n'est pas une science comme une autre. Elle a bien des caractéristiques qui sont spécifiques, puisque la biologie, c'est bien le discours rationnel, c'est le fameux logos grec qui est appliqué à la vie. Et que la vie aura toujours une dimension mystérieuse qui va toujours échapper à l'homme. Et donc c'est la raison pour laquelle la biologie est aujourd'hui une science un peu spécifique. Donc c'est la question, ce qui m'amène, à poser la question de savoir alors est-ce que l'homme aujourd'hui, avec les avancées de la biologie, avec les avancées de la connaissance du vivant, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons prétendre à une connaissance fiable, une connaissance, par exemple, de la vie et du vivant. Alors pour cela, bien sûr qu'il y a eu des avancées, des progrès considérables en termes de connaissance du vivant. Alors, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui se posent des problèmes un peu moraux ou éthiques sur cette connaissance du vivant. Donc, nous arrivons un peu à ce point du rapport entre la morale et les questions morales, les questions éthiques que pose la problématique du vivant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, au nom de la science, au nom de l'intérêt que nous avons pour la science, par exemple, faire un peu ce que nous voulons sur les animaux, parce que vous savez très très bien que la méthode scientifique, c'est la méthode expérimentale, c'est-à-dire que on va utiliser des cobayes animaux, on va par exemple faire des expériences sur des animaux, puisque c'est comme ça que la science établit ses vérités, il y a la théorie et il y a l'expérimentation. Et l'expérimentation, on le fait généralement sur des animaux. Alors peut-on tout faire sur un animal? Peut-on tout tester? Peut-on, au nom bien sûr de la science, au nom de la connaissance? Et donc ce sont les questions éthiques et morales que pose cette problématique un peu du vivant. Parce qu'on doit considérer les animaux comme étant des êtres qui n'ont aucune sensibilité et dont nous devons disposer un peu à notre guise, c'est-à-dire qu'on doit tester un peu tout sur les animaux. Alors aujourd'hui, la réflexion sur les droits des animaux, par exemple, sur les droits des animaux est à l'actualité. Doit-on accorder des droits aux animaux parce que les hommes abusent un peu de ce droit de tout tester un peu sur les animaux, et donc c'est la raison pour laquelle
la connaissance du vivant, la connaissance en biologie pose des problèmes moraux. Aujourd'hui, dans certains médias, se pose la question de savoir, par exemple, si ce virus, un virus est bien un organisme vivant qui évolue, qui parfois mute, par exemple. Alors, on se pose aujourd'hui la question de savoir si c'est, si par exemple il est d'origine naturelle ou d'origine artificielle, c'est-à-dire s'il a été créé par l'homme. Parce que dans les laboratoires, on fait des expérimentations, par exemple, les biologistes ou les scientifiques sont considérés aujourd'hui un peu comme des apprentis sorciers qui font des concoctions dans leur laboratoire. Aujourd'hui, dans certains médias, on s'interroge si, par exemple, cette pandémie mondiale, elle ne fait pas partie de l'ordre naturel des choses. Le virus n'est pas naturel, mais qu'il est peut-être artificiel. Alors, toutes ces questions morales et éthiques, c'est des questions, par exemple, qui concernent la responsabilité éthique de l'homme. Est-ce que l'homme doit abuser de la connaissance qu'il a, par exemple, du vivant, et jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour, par exemple, instrumentaliser et considérer cela comme étant un moyen, par exemple, parce qu'un moyen qui pour nous permettre de dominer les autres. Donc, si on remonte un peu à l'histoire, on sait très très bien que les hommes ont utilisé des armes conventionnelles pour se faire la guerre les uns aux autres, mais on a toujours utilisé aussi la connaissance du vivant. Il y a toujours eu des guerres, par exemple, dans lesquelles on a utilisé des virus, comme le typhus, des virus comme la variole, par exemple, comme étant une arme. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la responsabilité ou bien la question de la responsabilité morale se pose par rapport justement aux scientifiques, et donc que le scientifique a une sorte de responsabilité future. C'est-à-dire qu'on doit toujours s'interroger aujourd'hui sur l'utilisation, par exemple, d'une découverte scientifique, qu'elle soit biologique ou autre, sur la responsabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette connaissance ou une découverte scientifique, par exemple, comme étant une arme. On parle bien des armes biologiques, on parle bien des armes bactériologiques, par exemple. Toutes ces armes proviennent un peu de la connaissance ou de l'évolution, par exemple, de la connaissance scientifique en général, mais la connaissance biologique en particulier. Alors, si je reviens un peu, si je saute un peu le rapport moral ou l'éthique par rapport à la connaissance du vivant, c'est-à-dire les responsabilités morales, où peut-on aller par rapport à la question du vivant, il y a ces théories, par exemple, j'ai un peu sauté peut-être à la théorie de l'évolution. Le darwinisme qui considère que, par exemple, dans la nature, les espèces naturelles évoluent, et donc l'évolution est aussi une des spécificités un peu du vivant. Les organismes vivants évoluent, se transforment, s'adaptent mieux, par exemple, à leur environnement naturel, et que donc c'est la raison pour laquelle les objets matériels, par exemple, n'évoluent pas, alors que le vivant, l'évolution est aussi un des principes, par exemple, une des spécificités du vivant. Aujourd'hui, on a peur, par exemple, que le virus du coronavirus, entre guillemets, évolue, c'est-à-dire fait une mutation et qu'il devienne un peu plus, par exemple, un peu plus dangereux. Donc l'évolution est également un des principes, une des spécificités des êtres vivants. Alors c'est la raison pour laquelle alors il y a toujours l'interprétation soit mystique, soit mystérieuse, soit religieuse sur la théorie de l'évolution. Alors Darwin disait par exemple que les espèces vivantes évoluent. Alors la question qui se pose, c'est par exemple, qu'est-ce qui est à l'origine de cette évolution? Est-ce que la théorie de l'évolution de Darwin ne serait pas un retour, entre guillemets, du finalisme, c'est-à-dire le fait que tous les êtres vivants, par exemple, obéissent à une finalité qui le dépasse? Alors, Darwin, en tant que scientifique, disait que cette évolution
n'a rien à voir avec un être supérieur, c'est-à-dire Dieu qui serait la main invisible de cette évolution, mais c'est toujours, par exemple, une question de position ou d'opinion. Il y a les scientifiques qui disent, parce que Darwin le disait, cette évolution n'est que aléatoire et donc due au hasard. Et il y a ceux qui, par exemple, voient dans l'évolution qui voit, par exemple, un peu l'action ou la main, par exemple, de Dieu. Alors, il y a toujours, plus ou moins, par exemple, cette dimension mystérieuse du vivant, parce qu'en même temps, il y a ce que dit la science, mais en même temps, il y a ce qui est dit, par exemple, par les différentes interprétations religieuses. Alors, si j'aborde un peu, peut-être un peu dans le désordre, mais si j'aborde un peu la question de la génétique aujourd'hui, et les élèves de Terminal S vont peut-être mieux comprendre mon propos. En génétique aujourd'hui, par exemple, la connaissance en génétique a tellement évolué qu'on fait, par exemple, on parle par exemple de ce qu'on appelle la programmation ou les manipulations génétiques. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur les gènes pour, par exemple, éviter aux futurs embryons, par exemple, d'hériter de maladies, par exemple, ancestrales, etc. Alors, on parle de programmation. On parle de programmation, par exemple, génétique. Aujourd'hui, au même titre qu'on programme un ordinateur, on programme également, par exemple, on va programmer aussi les gènes humains. Alors, on se pose la question du clonage, par exemple, la question de reproduction de certains traits de caractéristiques propres à une espèce. Alors, la génétique, et la question que se posent les philosophes, justement, c'est est-ce que le terme de programmation génétique n'est-il pas, bien sûr, une réhabilitation de la thèse de Descartes? Parce que programmer, par définition, c'est programmer. On programme, programmer, c'est donner un ordre. Donner un ordre, soit à une machine, un ordinateur, pour qu'il exécute un travail, c'est donc déterminé. Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de clonage, on parle par exemple de programmation. Et donc c'est un peu, on considère l'être vivant, par exemple, comme un ordinateur qu'on peut programmer, c'est-à-dire lui faire faire, lui attribuer ou par exemple l'obliger à être d'une manière ou bien d'une autre. C'est peut-être une réhabilitation de la thèse cartésienne sur les animaux machines. Alors si je reviens un peu à la question morale, aujourd'hui je pense que je fais un peu tout dans le désordre. La question morale aujourd'hui se pose de savoir par exemple quelle valeur accorder à la vie. Aujourd'hui par exemple, pour cette problématique du coronavirus, soulève un peu des questions politiques, c'est-à-dire quelle est l'action politique qui est faite par rapport à cette pandémie, quelle est la responsabilité aussi morale de certains qui sont en première ligne, par exemple, les médecins, les infirmiers sont bien sûr, comme on parle de guerre contre cette pandémie, ils sont en toute première ligne. Alors c'est quoi la responsabilité individuelle justement par rapport à une telle pandémie? Est-ce que je suis responsable moi en tant qu'individu, par exemple? Est-ce que je dois porter un jugement moral sur mes actions? Et la question du confinement soulève un peu cette responsabilité individuelle parce que rester confiné un peu, c'est non seulement ne pas mettre en danger les autres, mais c'est aussi se protéger soi-même. Alors c'est une question, par exemple, d'ordre éthique. Cela veut dire, par exemple, que le vivant va toujours nous interroger et nous mettre toujours face à notre responsabilité morale, qu'elle soit individuelle ou collective, et que, par exemple, les scientifiques, ceux qui sont en charge de la recherche scientifique, un peu sont aussi un peu sous, comment dirais-je, une responsabilité nouvelle. Est-ce que lorsqu'un scientifique, par exemple, invente, que ce soit un vaccin ou que ce soit une autre technique, par exemple, il doit toujours s'interroger de
si cette technique ne peut pas devenir une arme. Parce qu'aujourd'hui, on se sert un peu du vivant ou de la connaissance qu'on a du vivant comme étant une arme. L'expression en anglais, par exemple, c'est weaponize it, c'est-à-dire on peut considérer la connaissance du vivant ou une découverte scientifique comme étant une arme, weapon. Et donc aujourd'hui, cette question, cette responsabilité se pose aux États du monde entier et les hommes sont pris un peu de panique, peut-être parce que nous sommes face à quelque chose que nous ne maîtrisons pas et qui nous dépasse. C'est un peu quelque chose qui est propre à l'être humain. Tout ce qui échappe un peu à l'homme, tout ce qui lui échappe en tant que connaissance ou science nous fait un peu peur, nous fait sentir que nous sommes tout petits. Comme le disait par exemple Pascal, l'homme est certes un roseau, l'homme est certes un être très très faible, très très miniature. Un petit virus invisible peut mettre fin à sa vie, mais c'est quand même un être qui pense, qui a la capacité de penser ce qui le tue ou bien par exemple ce qui peut mettre un terme à son existence. Et que donc la responsabilité et la liberté nous revient toujours. Ce qui nous engage, c'est bien nos actions, que ce soit par rapport à cette pandémie ou autre chose. Nous sommes toujours face à notre responsabilité par rapport à la connaissance que nous voulons nous donner du vivant. Alors j'ai un peu fait peut-être cette petite synthèse un peu dans le désordre, mais ce sont les points que je voulais évoquer par rapport à la connaissance du vivant. Alors je rappelle un peu ce que j'ai dit. Alors le premier point que j'ai évoqué, c'était bien la spécificité du vivant, c'est-à-dire la définition du vivant. Qu'est-ce qu'un être vivant? On ne peut pas comparer par exemple un végétal à un arbre, ou une chaise, ou bien une table. La chaise n'est pas vivante, c'est de la matière inerte, alors que l'arbre, c'est bien un être vivant. Alors j'ai aussi montré un peu quelles sont les spécificités propres au vivant, la reproduction, par exemple les espèces vivantes se reproduisent les unes et les autres. Il faut savoir par exemple qu'on a découvert très très récemment dans l'histoire de l'humanité qu'il n'y a pas que les animaux ou les êtres humains qui se reproduisent, parce que les végétaux également se reproduisent. Les élèves de terminale S connaissent par exemple ce qu'on appelle le processus de la pollinisation, c'est-à-dire que les abeilles permettent, par exemple, aux végétaux de se reproduire. Et que donc, par exemple, ce sont des propriétés spécifiques à la reproduction. J'ai aussi ensuite mentionné comme spécificité du vivant l'autorégulation, l'autoréparation. On va couper un arbre, si on ne le coupe pas définitivement, il va repousser. Un animal est blessé, par exemple, s'il n'est pas mortellement blessé, il peut guérir. C'est l'autorégulation, par exemple. Et ensuite, l'évolution. Les êtres vivants aussi évoluent dans un milieu naturel dans lequel ils s'adaptent, par exemple, dans lequel ils se réajustent par rapport à cet environnement naturel. C'est la théorie de l'évolution de Darwin. Alors j'ai évoqué également les obstacles qui ont fait que la connaissance du vivant s'est établie un peu tardivement, parce qu'on considérait, avec tous les préjugés religieux, considérait que les êtres vivants, par exemple, ne peuvent pas être objets de rationalité, objets de connaissance ou objets de science, parce qu'il y a la vie, ce sont des êtres vivants, par exemple des êtres qui ont une dimension métaphysique. C'est la fameuse métaphysique du vivant. Alors, comme anecdote, par exemple, on sait aujourd'hui où sont les progrès de la médecine. Alors, il faut savoir, par exemple, que en termes de chirurgie, je raconte toujours cette anecdote à mes élèves, il y avait, par exemple, un berger arabe qui, pour la toute première fois, par exemple, a fait recours, par exemple, à une technique pour recoudre un peu sa chamelle qui se blessait toujours et qui se déchirait un peu le ventre. Il l'a recousu un peu comme il recousait ses habits.
pour ça qu'on dit que, par exemple, bon, dans la civilisation arabe, la médecine, les Arabes étaient un peu pionniers en termes de médecine. Alors, c'est cette anecdote du berger arabe qui a recousu sa chamelle qui se blessait avec les épines et il l'a recousu. Et il s'est rendu compte que la blessure s'est refermée comme on recoue par exemple un habit. Alors j'ai parlé de ces obstacles. J'ai mentionné également comment on a réussi un peu à surmonter cet obstacle, c'est-à-dire surmonter la métaphysique un peu, le finalisme par rapport au vivant avec la thèse cartésienne des animaux machines. Descartes disait qu'il faut arrêter de considérer les êtres vivants comme des êtres qu'on ne peut pas soumettre à la connaissance rationnelle parce que la rationalité peut s'appliquer à tout. Il faut savoir que Descartes, considéré dans l'histoire de la philosophie comme étant l'un des pères du rationalisme. Descartes, c'est le fameux « je pense, donc je suis ». Et que la raison peut avoir, entre guillemets, raison de tout. C'est-à-dire qu'on peut tout se mettre à la raison, même les organismes vivants, même les êtres vivants, et que pour Descartes, par exemple, un être vivant, une vache ou un mouton, c'est comparable, par exemple, à une voiture, un mécanisme. Et que donc, cette thèse cartésienne a permis justement l'évolution de la connaissance en termes de biologie, parce que on a surmonté un peu le préjugé, par exemple, métaphysique concernant les êtres vivants. Alors, après Descartes, bien sûr, même si on considère les êtres vivants comme étant des êtres, si on les a considérés avec Descartes comme des machines, on a bien pris conscience que ce n'était pas complètement des machines. Parce que les machines ne se reproduisent pas, les machines ne meurent pas. Un être vivant est bien sûr un être pour la mort, puisque c'est par exemple, ça fait partie des lois de la nature. On ne pourrait pas parler d'être vivant s'il n'y avait pas la mort. Les êtres vivants meurent. Et donc, il a fallu bien prendre conscience des spécificités du vivant et que c'est comme ça que la biologie s'est établie comme science, c'est-à-dire entre la physique et entre la métaphysique. Alors après, j'ai un peu évoqué la dimension morale ou les questions morales que pose la connaissance du vivant, la biologie tout simplement. La biologie pose énormément de questions morales. Aujourd'hui, par exemple, il y a une guerre des vaccins qui est livrée au stade qui se livre entre les grandes puissances, ceux qui vont trouver le premier vaccin. Alors, exemple, il y a Bill Gates qui développe un vaccin, et il y a un médecin français qui a développé aussi, qui essaie d'utiliser un médicament antipaludique pour soigner le coronavirus. Alors, il y a cette lutte, par exemple, pour le vaccin pour soigner le coronavirus. Sauf que la question, c'est de savoir, par exemple, comment savoir si ces vaccins sont efficaces ou pas. Chacun dit que c'est son vaccin qui est le meilleur. Il y a même une polémique qui est née, par exemple, en France, parce que deux médecins avaient évoqué qu'on fasse le test sur des Africains, comme si les Africains, par exemple, étaient des objets à la disposition, comme des cobayes, par exemple, en plein air, sur lesquels on peut tout tester. C'est peut-être un peu pourquoi l'Afrique est un peu épargnée par rapport à ce coronavirus. C'est peut-être une explication, ce n'est qu'une opinion. Alors, les questions éthiques, bien sûr, sont fondamentales, sont énormes, parce que tout simplement, la question du vivant, c'est la question de la vie. Que ce soit la vie des animaux ou que ce soit la vie des êtres humains. Que faire, par exemple, imaginez, si on trouve aujourd'hui le vaccin contre le coronavirus, est-ce qu'il faut en faire, par exemple, un don pour soigner l'humanité ou est-ce qu'il faut se servir de cela comme étant un moyen? C'est ce que font généralement les grands de la pharmacie. Big Pharma, c'est ce qu'ils font, ils vendent des médicaments même qui ne soignent pas. Alors, je vais mettre ça entre guillemets pour dire tout simplement que les questions morales, les questions éthiques que pose le vivant sont énormes et que cela, par exemple, soulève ou pose la question de la responsabilité humaine, la responsabilité de l'homme par rapport à la science. Comme le disait Montaigne, par exemple, science sans conscience
n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que l'homme devrait un peu plus prendre conscience du pouvoir, de la connaissance qu'il a, connaissance générale, connaissance scientifique, propre peut-être, en ce qui nous concerne, connaissance sur le vivant, connaissance sur le gène. C'est notre responsabilité et donc je vais m'arrêter là. Ce sont les 3 points que j'ai essayé de développer sur cette notion du vivant. Alors, je vais voir un peu les réactions des uns et des autres. Alors, je ne vois que les collègues, hein. Théocratos, Modia, je vois Laïdia. Si vous avez des petites interventions ou si vous pouvez rajouter quelque chose, hein. Parle bien aux collègues. Des choses que j'ai omis, que j'ai oubliées, parce que ce n'est pas une intervention orthodoxe, hein. On nous a pas appris à faire cours en direct. Le darwinisme. Alors le darwinisme, c'est une théorie célèbre, hein, qui est développée par Charles Darwin. Alors c'est une théorie qui concerne bien sûr l'évolution des espèces dans la nature. C'est une théorie aujourd'hui qui, pour certains, est toujours contestée. Parce que le darwinisme remet en question le dogme premier de toute religion, le créationnisme. Il y a une opposition entre créationnisme et darwinisme, parce que Darwin, l'homme n'est pas une créature spéciale de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme à son image. L'homme ne serait que un animal qui a évolué. Et pour cela, l'argument, par exemple, des scientifiques, c'est de dire que l'homme partage 99% de patrimoine génétique avec les grands singes, avec les grands primates, et que l'homme ne serait qu'un singe comme les autres. C'est bien ça le darwinisme. Alors il est contesté. Même aux États-Unis, il n'est pas enseigné parce que les États-Unis sont quand même un pays très très religieux où Dieu est très très présent. Alors c'est une thèse, par exemple, qui intervient également sur la religion. Est-ce que c'est bien Dieu qui a créé l'homme par rapport à la croyance religieuse ou par rapport à cette interprétation un peu scientifique? Alors cette théorie de Darwin pose bien un problème, par exemple, entre guillemets, d'ordre religieux. Ah, c'est Rabelais, d'accord. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors j'avais dit Montaigne, je pense. C'est Rabelais, d'accord. Laïdia. Je retiens surtout celle d'Alpha Blondy. Retenons quand même celle d'Alpha. Alors pour les élèves qui sont connectés, parce que bon, là j'ai fait un petit résumé ou un petit topo sur le vivant, et je pense que c'est la dernière notion sur raison et vérité. Alors je propose, si les collègues sont d'accord, un petit sujet de réflexion où les élèves, par exemple, peuvent faire une petite vidéo. Je vais donner un sujet sur toutes les notions, parce qu'il faut savoir que, bien sûr qu'on peut vous donner un sujet au bac sur un chapitre particulier, soit la démonstration, soit le vivant, soit sciences et techniques, mais on peut toujours vous donner aussi un sujet sur la notion. Et la notion, comme c'est dire vrai, peut vous donner un sujet sur la vérité. Alors, je vais vous donner un petit sujet de réflexion, vous pouvez en débattre. Alors, le sujet, c'est toutes les vérités, non, pas toutes les vérités.
Les vérités scientifiques sont-elles intemporelles? Alors les élèves de, je ne sais pas si les élèves de terminale font le temps, mais je répète le sujet. Les vérités scientifiques sont-elles intemporelles? Il y a le temporel, il y a l'intemporel. Alors le sujet c'est les vérités scientifiques sont-elles intemporelles? On va y revenir dessus sur le commentaire. Alors petit exercice pour tous les élèves qui sont en ligne. Et je vous laisse sur cela en vous disant Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que Dieu nous protège de cette pandémie. Il nous en protège déjà, hein, parce qu'en Europe, aux États-Unis, c'est l'hécatombe. Nous sommes déjà protégés. Mais que Dieu nous protège encore. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai arrêté la vidéo. Je salue tous ceux qui sont en ligne, les élèves, les collègues de Dakar. Et je les remercie encore pour cette opportunité. Bon boulot les gars. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.